Y ahora sí damos comienzo al 8º Encuentro Internacional de Diseño. Nuestro primer disertante es una reconocida diseñadora industrial francesa, promueve un concepto de diseño experimental y multidisciplinar. Sus proyectos combinan de forma transversal y dinámica artesanía, música electrónica, arquitectura y gráfica. Un fuerte aplauso para Nathalie Grazé. Bonjour. Donc, excusez-moi, vous avez bien entendu, je vais répéter. Donc, je voudrais remercier toute l'équipe qui a préparé cette journée d'arrache-pied et vous remercier aussi pour votre accueil chaleureux. Et je vais présenter une petite farandole, c'est un joli mot français, de projets, donc qui vont se succéder pour montrer la diversité de mon travail et en même temps essayer de vous montrer en quoi on peut associer l'art et le social. Je pense qu'en France, c'est une dimension qui est possible et que j'essaie de développer depuis que je suis designer. Quand j'essaie d'expliquer ce que je fais un petit schéma comme ça pour expliquer les différentes sections, les différentes façons d'approcher mon travail. Il y a en fait, en haut, il y a une première section qui s'appelle « Au-delà des codes », c'est-à-dire comment essayer de faire un pas de côté à chaque fois sur un projet pour re-réfléchir et de plus en plus essayer d'aller à l'essence même des choses. Ça peut être pour du mobilier, pour un espace. Une deuxième façon de faire, c'est de construire des structures pour agir, pour faire des choses. Voilà, c'est cette partie-là. Enfin, il y a une autre partie qui s'appelle, dans notre recherche, qui est l'idée d'associer la culture et la culture du vivant. Et c'est une très grande partie maintenant qui m'occupe beaucoup. Enfin, il y a une quatrième section qui est sur l'idée de faire des espaces singuliers. En tant que designer, nous devons de ramener de la singularité dans notre monde. Et enfin, la dernière section concerne l'idée de créer des hypothèses, de faire des recherches. Et je vous montrerai à la fin de la présentation cette idée de créer des hypothèses. Alors, on va commencer par un tout petit projet que je fais avec la Forge de l'Aïeul. Je suis designer industriel, donc je vais commencer par un objet. Et puis, petit à petit, on va aller dans l'espace. Je ne sais pas si vous connaissez Pierre Hermé, c'est un grand pâtissier français. La pâtisserie est quelque chose de très important pour la France. Et la Forge de l'Aïeul, c'est une petite entreprise familiale qui fait des couteaux. Et donc, je suis invitée à faire un couteau. Alors, on se dit, mais qu'est-ce qu'on peut innover avec un couteau? C'est un outil, c'est quelque chose qui nous suit depuis des décennies. Et comment je vais arriver à faire de l'innovation avec un couteau? On voit le couteau, il est très simple. Il va permettre, bien sûr, de couper le gâteau. Mais la petite chose qui est intéressante, c'est qu'une fois qu'on a coupé le gâteau, eh ben, on va simplement tourner le poignet, voilà, comme ça, avec la main, et ça va devenir la pelle à tarte. On voit ici, en fait, mon intérêt pour faire des objets qui sont plus que des objets avec une seule fonction, mais qui parlent de scénarios, des scénarios d'usage ou des scénarios de vie. C'est un peu comme ça que je construis mon travail petit à petit. Je ne suis pas intéressée par l'idée de donner juste la fonction, mais je vais essayer d'embarquer en fait les rituels, c'est-à-dire qui fait qu'on est tous humains et qui fait qu'on a tous en fait des façons d'appréhender les choses. Voilà, donc ça lui donne une forme très particulière, mais qui est la conséquence complètement de cette idée d'avoir les deux fonctions. Quand on prend la poignée, on sent bien les deux fonctions. Il a cette particularité d'avoir le manche en l'air, donc ça facilite le fait de l'appréhension. Vous voyez, tout devient logique, on ne peut rien retirer. Et ça, c'est le petit packaging qui présente en fait cette idée de scénario d'usage. Voilà, on va commencer par un autre projet que j'aime beaucoup, puisqu'en fait, je vais expliquer un petit peu comment je réfléchis. C'est intéressant aussi d'en profiter pour expliquer que le design, c'est aussi une façon de trouver sa propre méthodologie.
Et je suis invitée à faire pour un musée qui est à Dijon, qui est un musée d'art contemporain très très pointu, une librairie, puisqu'ils ont créé leur propre maison d'édition qui s'appelle Les Presses du Réel. Je suis un peu sous pression parce que c'est un lieu qui est très très contemporain et je me dois d'être un peu au même niveau de réponse. Et en fait, je commence à réfléchir dans un premier temps, qu'est-ce que ça veut dire de toujours avoir des livres aujourd'hui, parce qu'on a le numérique, on a un certain nombre d'outils qui nous permettent, à la rigueur, de nous passer de livres. Je me souviens en fait de cette dystopie qui raconte justement un monde sans livres. Et surtout, je me souviens d'un film de François Truffaut qui porte le même nom, où on voit en effet les pompiers arriver chez les gens, détruire les livres. Et donc en fait, c'est un film très esthétique de François Truffaut, c'est son seul film de science-fiction. Et j'ai beaucoup aimé ce film. Alors, le message derrière ce film, c'est de dire qu'en fait, les humains, dans cette dystopie, vont finir par apprendre par cœur les livres pour pouvoir les transmettre à leurs enfants. Donc, ça ne fait pas beaucoup de livres, mais en tout cas, c'est déjà une forme de résistance. Donc, fort de cette vision de film, il y avait une séquence qui m'avait particulièrement intéressée, et on voit ici les deux protagonistes du film qui sortent d'un train, et Truffaut avait trouvé que c'était très intéressant d'aller faire ce passage. C'est un train existant, c'est un train qui a existé, qui s'appelle le monorail, qui n'a jamais été développé, puisque le TGV, que vous connaissez, le train grande vitesse, a été développé, mais c'était le concurrent du TGV. Voilà, on voit une petite image là de l'objet, et je me suis dit, ça y est, j'ai trouvé mon idée. Alors vous allez trouver ça bizarre, mais après je vais vous montrer en quoi consiste mon projet. Mon projet est aussi un monorail. Je ne voulais pas proposer une étagère contre les murs, je voulais au contraire avoir l'idée de pouvoir proposer ces caissons avec des livres, et en fait on va pouvoir bouger la structure. Voilà, on le voit ici, on va pouvoir rouler les éléments. On a des présentations de livres qui sont devant et derrière, une double présentation. Et puis vous voyez, les tables, enfin les supports deviennent des tables de présentation également. On est dans une librairie où en fait il n'y a pas beaucoup de références, hein, donc je peux me permettre d'avoir ce type de fonctionnement. Voilà. Et on voit au centre l'idée de pouvoir se poser, et bien sûr on va inviter les auteurs à venir présenter leurs livres, voilà, en ajoutant des chaises autour, voilà, et c'est un peu l'idée de principe. Et vous voyez que ce lieu est baigné de couleurs, puisque l'idée c'était de faire un peu oublier le caractère industriel du lieu en ayant ce dégradé tout autour de la structure. Voilà. Un autre projet qui permet aussi de montrer une intervention artistique et de vous présenter le 1% artistique en France. À chaque fois qu'on crée une école, un lycée, il y a 1% du coût du bâtiment qui est utilisé pour intégrer l'art contemporain dans le bâtiment. Et après, c'est une compétition. Donc là, j'ai fait une proposition pour un lycée hôtelier. Donc on y apprend à être chef, cuisiner, on y apprend à tenir en fait, une chambre, etc. Et les gens peuvent venir manger ce que préparent les étudiants. On appelle ça un lycée d'application. On est à Montpellier et le bâtiment est fait par Fuxas, un grand designer. Donc c'est un bâtiment tout en facettes. Et en fait, moi je fais au contraire le choix d'utiliser une structure tout en rondeur, verte, comme vous le voyez, qui va en quelque sorte symboliser la nature, et qui va aussi être fabriquée avec le fouet, qui est le fouet du... voilà, c'est pour ça que ça s'appelle émulsion, qui est le fouet du pâtissier, parce que le fouet, c'est quand même un outil qui est incroyable, avec quelques petits brins de métal. On arrive à transformer l'état de la matière, et donc je trouve que c'est un très bel objet. Et vous voyez, on reconnaît en fait le fouet à différentes échelles, un peu aussi pour donner un hommage
à la nature qui va constituer aussi les plantes de la même façon. Et c'est ma façon de dire qu'aujourd'hui, il faut redonner une valorisation au métier manuel. Et quand les élèves vont rentrer et d'autres personnes vont rentrer dans ce bâtiment, en fait, on va tous se rappeler ça, que c'est très important, en fait, de privilégier aussi ces métiers manuels. Et j'en ai fait, en fait, ce geste central au centre, qui est une lampe et un siège. Et on voit les facettes de Fuksas, en fait, en contraste. Et j'ai continué aussi le même système, donc ça c'est toujours le même, voilà, dans tout le bâtiment pour orienter les gens, ou expliquer où est le restaurant, où est le bar. Et petit à petit, la plante se transforme en végétation qui va ramper sur les murs pour aller dans les couloirs jusqu'à arriver en fait dans les chambres avec une suspension comme ça dans chaque chambre. Voilà, donc c'est une façon de décliner toute une série de végétaux et de venir donner un esprit un peu en rupture dans ce lieu qui est un lieu d'apprentissage. Voilà, et voilà la slide finale. On va passer maintenant à un projet qui est un projet d'exposition personnelle. Donc quelquefois, je fais aussi des projets d'exposition. On est dans une galerie Ropac à Paris, c'est une grande galerie autrichienne. Et mon propos, c'était de parler de l'Uchronie et d'inventer, en fait, on va le voir, un monde. Quand on rentre dans le lieu, on est plongé dans une petite communauté. Je fais beaucoup de travail sur l'idée de qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui vivre en communauté. On vivait en communauté avant et maintenant on vit en société et il se trouve qu'on a perdu pas mal de choses entre les deux. Et donc c'est une façon pour moi de réfléchir ces expositions à ces données-là. Donc on a des présences qui sont debout, comme ça, on peut aller dedans, hein, on ne sait pas si c'est une œuvre d'art, on ne sait pas si c'est du mobilier, peu importe, ce n'est pas mon propos. Et il y a des présences qui sont assises en cercle, ensemble, pour discuter. Et puis il y en a même une qui est allongée. Voilà, un peu 3 positions essentielles de l'homme, on va dire, pour représenter une vie en communauté, avec un rythme graphique très simple qui donne cette idée de rivière, un peu, qui va aussi nous plonger dans une temporalité un peu spécifique. Et puis, on voit ici l'ensemble du dispositif. Et derrière la chute d'eau, une montagne noire sur laquelle on peut s'asseoir pour regarder une fiction que j'ai tournée, voilà, pour expliquer justement cette connexion de la communauté avec une espèce de connexion entre la culture et la culture du vivant, et comment la communauté en fait propose des rituels justement pour retrouver un rapport au monde et à la nature un peu différent. Voilà, et ça c'est l'image finale où en fait la technologie, comme vous voyez sous forme de la symbolisation de l'avion, est un peu malmenée pour retrouver quelque chose de beaucoup plus sauvage. Voilà. Un projet que j'aime beaucoup puisque c'est un musée mobile. Alors moi je suis née dans un tout petit village de 80 habitants. Je n'ai pas eu l'occasion il n'y avait pas de musée d'art contemporain, d'art près de chez moi. Et j'ai attendu pas mal de temps avant d'entrer dans un musée. Et là l'idée c'est de dire, et c'est une idée de Ingrid Brochard, on va préparer un petit musée qui va partir et qui va aller justement se remplir d'œuvres d'art puisqu'on a des fonds régionaux d'art contemporain. En France, chaque région achète de l'art, mais elle montre cet art dans des lieux d'exposition qui sont décentralisés, mais il y en a peu. Et en fait, ce camion va servir à aller justement dans les villages, montrer aux enfants de l'art contemporain. Donc je pars d'un gros, comme vous le voyez, camion existant, et mon rôle, c'est de faire en sorte que ça puisse exister. Un peu comme un petit cirque, en fait, quand il arrive sur la place du village, il faut que ça soit joyeux, il faut que ça soit une façon de venir proposer une hospitalité autour du camion. Comme vous le voyez ici, le camion, il y a 2 gros tiroirs
qui vont s'ouvrir pour faire en sorte qu'on ait plus de place à l'intérieur. Et dans la même ouverture, avec un système pneumatique, on va avoir des portes qui s'ouvrent comme ça. On n'a plus que les toits à rabattre et un système de table. Voilà, il n'y aura plus que les bancs à ajouter. Comme ça, le système est prêt pour accueillir les gens. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le camion, il peut changer tous les jours de destination. Parce que souvent, dans ces projets de mobilité, ce qui est plus compliqué, c'est ça. Et en fait, il n'y a pas besoin non plus de personne. C'est le chauffeur qui met en place les choses. Voilà, on va regarder un petit peu comment après... Voilà, donc ça, c'est la partie accueil, on va dire. Et on monte en fait dans le camion. Et là, je voulais faire un petit cabinet de curiosité avec ce système de structure en bois qui permet de montrer différentes œuvres. C'est plutôt à l'échelle d'enfants. Ce n'est pas l'idée de faire quelque chose de monumental. Non, c'est plein de petits projets différents, plein de petits voilà, incitations pour que les enfants puissent trouver leur propre façon d'approcher l'art. On a dans le fond un petit auditorium où on va projeter des films d'artistes. Et puis au centre, comme vous voyez, c'est la partie qui ne bouge pas. On a en fait la présentation de pièces qui sont plus en 3D. Donc c'est un projet qui est très contraignant parce qu'on est dans les mêmes conditions climatiques qu'un musée. Donc il y a toute une structure climatique embarquée qui a été très compliquée à réaliser. Et en même temps, comme vous voyez, les deux tiroirs qui s'ouvrent et qui se rabattent. Et on ne décroche pas les tableaux, ils restent accrochés. Donc ça a été un système un peu compliqué à mettre en place. Il y a une médiation qui est très très bien organisée. Et en général, les enfants viennent avec leur école, visitent, et le soir, ils vont faire la visite à leurs parents. Donc il y a vraiment cette idée d'accompagner et d'une façon, ça c'est les petits systèmes mis au point pour tenir en fait les... Voilà. Et il y a bien sûr des animations. Et de l'autre côté du camion, on présente en fait ce qu'ont réalisé les enfants. Alors, je voulais vous montrer quand même un appartement, parce que je fais aussi des appartements. Je fais souvent des appartements pour des gens qui ont envie de changer de vie. C'est une très belle confiance qu'on me donne. Et là, en l'occurrence, c'est un petit appartement dans une petite résidence. Ce n'est pas un énorme projet, justement, mais avec un tout petit budget. Mais comment on peut, à partir d'un appartement qui n'a pas grand-chose pour lui, si ce n'est qu'il a une vue mer, on peut le changer complètement et en faire en quelque sorte presque une villa à l'intérieur de l'appartement. En fait, une villa, elle est comme ça, c'est une villa, je viens poser une plateforme dans l'espace principal qui va me permettre de garder pas mal d'espace au centre pour faire d'autres choses, mais déjà de proposer une structure. Voilà, on va voir un peu voilà, à quoi ça sert. Donc en fait, ça veut dire qu'on peut se poser directement sur la plateforme. On a un lit, un siège long. Et surtout, la personne qui m'a proposé de travailler sur ce projet avait envie d'écrire face à la mer. Donc c'est pourquoi j'ai pensé tout de suite à cette plateforme et l'ouverture et le petit bureau. Voilà. C'est un projet qui est très simple. On peut extraire la table si on est plus de convives, qui est très coloré, parce que venir passer des vacances, c'est l'idée de changer complètement de cadre, de façon de vivre. Et voilà, ça c'est les chambres. On a 2 chambres, la chambre principale, la 2e chambre, très simple avec une plateforme. Et ça, c'est une 3e chambre que j'ai trouvée qui n'était pas du tout ouverte, en fait, parce que il se trouve que la famille a 2 enfants. Et donc, j'ai ouvert un mur existant. J'ai détourné l'escalier pour faire en sorte qu'il ait sa place à lui dans l'espace de la chambre, enfin de la résidence. Voilà. Je vais parler d'un projet maintenant qui me tient beaucoup à cœur, puisque je travaille avec une association qui s'appelle Aware, qui en fait va combattre et va faire énormément de travail pour redonner de la visibilité aux femmes artistes qui ont manqué de visibilité. Donc c'est un travail d'archivage, ce sont des chercheurs, et ils font à la fois des expositions, et ils font tout un travail textuel pour redécouvrir toutes ces femmes du monde entier. Et je les ai accompagnés dans un premier temps en faisant d'abord une scénographie qui va en fait permettre de montrer tout ce travail. Je vais passer un peu vite.
Voilà, donc c'est une structure assez simple qui va pouvoir voyager. Elle a déjà voyagé beaucoup. On la transporte comme ça, repliée. Ça ne prend pas beaucoup de place. Et je voulais quelque chose de très, très coloré, de très gai, de pouvoir poser des choses en horizontal, poser des choses en vertical. On a des panneaux lumineux pour présenter ces femmes. On ne va pas montrer leur travail, hein. C'est plutôt l'idée de montrer leur parcours et de montrer l'exception un peu de leur parcours. Et puis on a dans la même idée, l'idée de réaliser cet endroit où on peut s'asseoir pour regarder les vidéos, les interviews de ces femmes, etc. Voilà, ça c'est le premier projet. Le deuxième projet, je les ai accompagnés aussi. Ils ont déménagé pour faire un lieu où tout un chacun peut venir se poser pour regarder justement des livres sur les femmes artistes. Et avec cette bibliothèque sans fin, où on voit des portraits de femmes, donc qui traversent tout leur lieu, l'endroit où ils travaillent, et puis ce lieu-là qui possède donc cette espèce de bibliothèque sans fin. Voilà. Et maintenant, donc c'est ouvert au public. Avant, c'était plutôt destiné qu'aux chercheurs. Maintenant, tout le monde peut venir se poser là pour faire ses recherches. Il y a aussi un endroit qui est dédié cette fois-ci aux enfants, avec cette partie centrale qui est une petite bibliothèque, et ces tables en fait qui se basculent ou non et qui vont permettre de varier comme la dimension de l'espace, ou en tout cas le nombre de places autour des tables, et donc d'organiser un certain nombre de médiations spécifiques pour les enfants. Voilà pour ce projet très coloré. Un autre projet avec une association, c'est une association pour les femmes SDF. Enfin, c'est une association qui accueille des femmes SDF, et j'ai travaillé sur une halte femme, c'est-à-dire un endroit où les femmes vont venir se poser. Il se trouve que c'est dans un très beau bâtiment de la ville de Paris qui s'appelle le Carreau du Temple, qui n'est pas du tout dédié à ça, qui est un endroit de monstration, qui pourrait être un peu un lieu comme ici, où il y a un auditorium, où il y a un espace d'exposition. Et les femmes ont été invitées pendant le Covid en fait, à venir dans ce lieu, parce qu'il n'y avait pas d'activité. Et quand les activités sont revenues, les responsables du Carreau du Temple ont pensé que ça serait bien de dédier un espace spécifique pour les femmes. Ce qui est très important, c'est que c'est un lieu qui est très beau, tout en bois, un peu comme ici, et que souvent les structures qui accueillent les femmes, c'est toujours un peu bricolé. Hein, on les accueille dans des endroits un peu... alors c'est déjà bien, mais en fait là l'idée c'était de montrer, et les membres de l'association se sont aperçus que pendant le confinement, les femmes étaient beaucoup plus apaisées parce qu'elles étaient dans un cadre chaleureux et bien sûr très, très bien tenu. Donc l'idée c'était de continuer cette idée-là en faisant vraiment un lieu qui soit dessiné pour elles. Donc ça c'est l'accueil. Alors c'est un fonctionnement un peu particulier. Tout doit pouvoir se démonter, tout doit pouvoir se bouger dans le cahier des charges. Et on a en fait des structures qui vont venir, voilà, comme ça, qui vont venir se proposer de l'intimité, parce que les femmes arrivent et elles vont raconter un peu leur parcours de vie, donc elles doivent pouvoir le faire un peu en intimité. Après, il y a des douches, des toilettes, des machines à laver, pour qu'elles puissent se poser. Peut-être qu'il faut que j'arrête de bouger, parce que j'ai un petit problème avec les slides. Je ne sais pas. Acá tenemos algunas preguntas del público, quizás mientras tanto podemos ir viendo este tema. Acá, por ejemplo, preguntan, ¿se arregló ya la parte técnica o no? Je vais chercher la traduction. Sí, ¿cómo es tu proceso de inspiración? Preguntan. Ce que j'ai essayé de montrer là avec les différents projets, c'est que l'inspiration, elle vient de plein de choses différentes. En même temps, à chaque fois, j'essaie de faire ce pas de côté, c'est-à-dire j'ai bien l'idée que le design, ça peut être comparé un peu à de l'anthropologie appliquée, c'est-à-dire qu'il y a d'abord l'idée de comprendre ce qui se joue
au niveau humain dans le projet. C'est ça qui me porte, qui fait qu'au départ, je commence à réfléchir. Voilà, mais il n'y a pas de méthodologie. La méthodologie, elle est différente à chaque projet, parce que comme vous l'avez vu, il y a beaucoup de commanditaires différents. Et voilà, donc je n'ai pas une seule façon de penser. Muy bien. ¿Cuál es tu aproximación a los colores? Vemos que usas muchos colores saturados, fuertes. ¿Hay alguna explicación a ello? Donc j'adore la couleur, parce que pour moi la couleur c'est la vie. Je pense que quand on ne met pas de couleur, c'est qu'en quelque sorte on s'interdit un peu de vivre. Et je pense qu'il y a une corrélation vraiment forte. Et donc je trouve que c'est un peu dommage de passer à côté de cette joie d'utiliser la couleur dans le quotidien. La couleur, on l'utilise quand on est petit, on se l'approprie. On aime bien réfléchir à quelles sont nos couleurs préférées. Puis à un moment donné, quand on grandit, on s'interdit de continuer cette recherche. Et je trouve ça très dommageable, parce que c'est un vrai bonheur en fait, d'apprendre à utiliser la couleur, de la mélanger, etc. Et c'est ce qui me fait dire en fait que j'aime bien que les gens se réapproprient en fait ce bonheur et essaient de trouver une façon. On le fait peut-être plus facilement avec les vêtements, mais quand il s'agit des intérieurs, alors là, on a l'impression que c'est pas, voilà, qu'on est un peu, qu'on n'est pas expert de la couleur. Or, la couleur, c'est quelque chose qui passe plutôt par les émotions. C'est ce qui me fait penser que la couleur est beaucoup plus efficace pour évoquer des choses chez les gens, puisqu'en fait, il n'y a pas de culte, on n'a pas besoin d'interpréter, alors que la forme, elle va demander une certaine interprétation, par exemple. Ce qui fait que, en fonction de la culture qu'on a, on va lire l'objet ou la forme de façon différente. Alors que la couleur, c'est quelque chose de très instantané, il n'y a pas de filtre, et donc on va pouvoir l'appréhender très très simplement. A ver, vamos a ver si ya se solucionó. Bueno, seguimos con otra pregunta Ça más. a l'air de marcher. ¿Ya está? Ça a l'air de marcher. On va continuer avec la présentation. Je vais vite revenir à l'endroit où ça a bloqué. Très vite. Je suis désolée pour ces problèmes techniques. Voilà, on a vu tout ça. Voilà, on était avec le projet de Ware. Exactement là. Voilà. C'est bon. On peut basculer. Donc j'étais sur le projet de la halte femme. Voilà, on voit les petits éléments. On voit les petites structures qui permettent justement de s'isoler pour bien, raconter, être accueillis par les membres de l'association. On a après un endroit où on va pouvoir dormir, parce que les femmes qui n'ont pas trouvé en fait de lit pour dormir la nuit, vont pouvoir se reposer, parce qu'en général, elles marchent dans Paris pour des raisons de sécurité. Voilà, donc vous voyez, il y a beaucoup de couleurs, c'est très gai. Ça, c'est l'endroit où elles vont pouvoir déjeuner tous ensemble et se retrouver et reprendre un peu pied dans ce monde qui, quelquefois, est un peu dur, on va dire, surtout pour elles. Voilà. Un projet qui vient juste de terminer dans un festival. C'est intéressant parce que c'est l'idée de poser des structures dans la ville. Et c'est merveilleux, c'est en Espagne. Tout le monde fait le tour de la ville. Il y a à peu près 12 structures différentes. Et moi, j'ai voulu intervenir sur une place qui est une place assez commune. J'ai bien aimé cette espèce de structure qui est en fait un auditorium qui forme comme un bas de la tête, en me disant que j'allais compléter en fait cet élément-là et en mettant une petite chouette comme ça, qui en fait va permettre bien sûr l'appropriation des habitants, avec un système de tunnel en dessous pour les petits. Et puis dès qu'on vient en fait créer de la diagonale, on n'est plus sur un système plat. En fait, ça génère bien sûr des choses intéressantes en termes de glissade et
voilà, voilà. On voit ici les enfants. Ça a très très bien fonctionné. C'est un projet qui était censé être juste pendant le festival, et puis on est en train de réfléchir à l'installer de façon plus permanente. Et le soir, bien sûr, on a cette petite chouette qui vient donner une présence dans la ville. Et mon propos, c'était aussi de dire qu'il faut qu'on fasse attention à ce que le ciel reste un endroit justement où on peut pousser son imagination, plutôt que de vouloir le coloniser comme on est en train de le faire avec tous ces satellites, qui fait qu'on ne peut même plus regarder les étoiles. Et le soir, complètement la nuit, c'est un autre public qui se l'approprie. Alors on va partir en Meuse, en forêt, dans des tout petits villages. C'est un très beau projet de centre d'art dans la forêt. Tous les ans, il y a 7-6 artistes qui viennent se poser. L'idée, c'est de faire les parcours, d'aller découvrir la forêt, mais à chaque fois que vous avez une petite étiquette, là, c'est une œuvre d'art. Donc en fait, c'est la jonction entre découvrir la nature et découvrir l'œuvre d'art. C'est super intéressant comme projet, puisqu'en fait, les artistes vont habiter chez l'habitant. C'est pas du tout l'idée de... Voilà, ils sont confrontés à cette ruralité. Et puis l'idée de dire qu'est-ce qu'on vient mettre aussi dans la forêt, c'est important. On n'est pas dans un white cube. Donc il y a une réflexion qui est autre et qui propose en fait aux artistes de faire des choses complètement différentes de ce qu'ils ont l'habitude de faire normalement. Alors, moi j'interviens après un certain nombre d'années de fonctionnement. Et je vais aider, en fait, c'est une association aussi, à créer en fait, des petites maisons pour qu'on puisse aller dormir dans la forêt, parce que quand on dort dans la forêt, on comprend encore mieux ce qui s'y joue. Je décide d'utiliser qu'une seule structure en métal, et je fais une espèce de langage comme ça, avec, et ça va donner en fait des propositions, comme ici l'idée d'aller dormir dans un nichoir, un peu comme si on était un oiseau. Et ça, c'était bien avant l'apparition du livre qui a fait un très très beau succès en France, qui s'appelle « Vivre en oiseau » de Vinciane Després, que je vous invite à parcourir. Donc la structure est faite par une petite entreprise locale qui fait le métal. Le bois est fait, parce que c'est bien le jeu, le bois est fait par une association de réinsertion de menuisiers. Donc ça va prendre du temps, mais c'est pas grave. On est dans des codes on n'est pas du tout dans des codes de luxe. L'idée, c'est de revenir à des choses très basiques, très simples. Vous voyez, on utilise le bois sous forme de tuiles ici, et les structures que vous voyez là vont servir en fait à faire cet immense hamac, justement pour écouter les oiseaux. On a des jets en fait qui sont très présents autour du lieu. Voilà, c'est un lieu qui se loue, donc en rapport avec ce centre d'art. Et en fait, voilà, donc on a une deuxième proposition qui là, c'est un peu les croquis de départ, avec l'idée de collaborer avec les chasseurs, parce que les chasseurs ne sont pas souvent appréciés dans ce type de relations, enfin de lieux artistiques. Mais là, l'idée, c'est d'embarquer tout le monde et de faire un habitat assez expérimental avec des strates, comme vous le voyez. Des strates, donc les strates vont servir à monter, à poser toutes les choses, etc. Toujours la même équipe, et cette fois-ci, je convoque un maître chaumier, puisque en fait, j'ai envie que cette maison respire aussi, et le chaume, ça donne une chaleur très, 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 très ronde, ça a beaucoup de qualité thermique, et aussi, ça permet de bien écouter la forêt tout autour. Voilà, donc voilà l'image de la petite structure. J'ai oublié de préciser que c'est des maisons qui sont faites sans permis de construire, parce que l'idée, c'est pas de rentrer dans la complexité de ces permis de construire, donc ça fait moins de 20 mètres carrés, et c'est des structures qui sont, on va dire, démontables. Voilà l'intérieur. Et en fait, petit à petit, voilà, là, on est en train de faire une troisième, je vais passer plus vite, avec l'idée de travailler avec l'Organisation nationale des forêts et de montrer l'importance des arbres morts pour la biodiversité. Et là, cette fois-ci, on est peut-être encore un peu plus expérimental. On a une vision à 360 degrés, plutôt pour voir des sangliers, des grosses bêtes. Et on a en fait une plateforme qui va servir à un certain moment de la journée à manger et à l'autre à dormir, avec un système un peu japonais de tatami. Voilà, elle n'est pas complètement terminée, elle en est à ce point-là.
En suivant ce projet-là, on a décidé, avec Pascal, le directeur, de mettre dans les maisons des objets, on en avait déjà un peu là, mais qui sont faits par les artisans locaux, et de montrer justement la richesse d'artisanat d'art dans le lieu. Donc on a fait ce petit tabouret, et ça c'est une expo qu'on a montrée à New York, après la réalisation de tous ces projets, avec des menuisiers locaux. Donc on voit par exemple ici, là, on va manger avec des assiettes en bois, parce qu'on réapprend en fait à prendre soin de ces objets. Et les objets sont faits avec Philippe. Ils sont tourneurs de père en fils. On voit le papa qui est décédé depuis. On va collaborer avec tout le monde. Donc on a un Carmel qui fait des couvertures. Et vous revoyez ici la petite forme en fait qui est utilisée pour la seule forme que j'ai utilisée dans le projet. Et des sabots, parce que je voulais qu'on puisse essayer à marcher avec des sabots, tout simplement. Et là, il y a la collaboration avec Jean, qui est artiste et qui fait normalement des sculptures à la tronçonneuse, et Philippe, le tourneur que vous avez vu plus en amont. Colette, elle fait du textile, et on s'est amusé à faire cette capuche avec 2 écharpes pour donner un peu de confort. Et enfin, Georges, il n'est pas toujours sur place, Georges, mais avec lui, on a travaillé sur 2 structures. Une structure pour faire sécher les plantes, pour en faire des infusions, et un petit panier où on va mettre le pain quand les gens vont venir en fait se poser dans les petites cabanes. Et aujourd'hui, le projet qui nous porte, c'est de faire en sorte que ce petit café, c'était Madame Simon, qui avait 92 ans et qui vient de décéder, qui était le cœur des parcours. On venait toujours prendre un petit café là avant de partir sur les parcours. Et en fait, le projet maintenant, c'est de faire en sorte qu'il puisse continuer à vivre sous forme d'un café solidaire. Voilà. Je vais en finir par un projet qui se déroule en Tunisie, à Nefta, un très beau projet. C'est le 5e projet que je fais avec les mêmes partenaires, Patrick Elouargui et Philippe Chaplet, dont Patrick, lui, a des origines tunisiennes. On est à Nefta, donc on n'est pas à Tunis, et on est dans le désert. La petite ville de Nefta est ainsi faite, assez simple. Ça, c'est la place principale. C'est un peu comme si elle n'avait pas bougé. Et c'est pour ça qu'on choisit ce lieu. À 8 km, il y a le désert, et notamment, il y a une partie de décor de Star Wars que je ne montre pas ici. C'est une ville qui est assez pauvre, mais la particularité, c'est qu'elle est construite tout autour de la palmeraie qu'on voit ici, la corbeille, qui est la palmeraie d'origine. Je décide en fait de planter des petites structures comme ça, un peu dans le sable, pour accueillir autour d'un mur d'enceinte, puisqu'en Tunisie, on protège son intimité. Et donc on va revoir un peu le dessin d'origine, qui est celui-là, et la réalisation, où le fait, c'est d'avoir en fait une zone en haut pour être, qui est la chambre, enfin qui est un espace, et en bas, pouvoir se protéger du soleil, parce qu'on est dans un endroit où la plupart du temps le soleil est trop chaud. Voilà la vue qu'on a sur la palmeraie en étant dans les chambres, avec cette espèce de beau window qui vient en fait chercher le paysage. C'est un projet qui est assez intéressant au niveau de la façon d'utiliser de l'eau chaude qui vient du désert. On a de la géothermie. Elle arrive à 90 degrés en fait en partie haute, et c'est là qu'on a le hammam. Elle refroidit, elle vient dans cette partie centrale qui est la petite piscine, et après elle retombe en cascade et elle va de nouveau dans la palmeraie, ce qui permet d'avoir une grande indépendance en énergie, puisque en Tunisie l'électricité est très chère. Elles sont toutes un peu différentes, elles regardent à des endroits différents, ces maisons. Ça, on va visiter un petit peu J'ai oublié de dire que tout a été fait bien sûr avec des artisans, des entrepreneurs tunisiens. La salle de gommage, donc il y a une tradition en fait en Tunisie pour tous ces rituels autour de l'eau et du soin, les massages. Voilà la vue qu'on a quand on est dans la petite piscine, qui est une piscine de soins, parce que c'est une piscine soufrée, hein, c'est une piscine thermale. Voilà la vue qu'on a sur le village et sur la palmeraie, avec les croquis, la réalité, les petites
courants d'eau, les petits ruisseaux qui vont entre chaque pied des structures. Ça, c'est la structure qui est la plus éloignée, qui regarde la ville. À l'intérieur, on est dans un dépouillement choisi. On a 2 types de bois sur ce lieu, puisqu'on est dans le désert, il n'y a pas beaucoup de choix. Donc on a le palmier et ce qu'ils appellent l'arbre brun. Et je vais travailler sur des structures très simples. J'aime bien l'idée d'avoir une partie du vestiaire dans le bow window, donc on voit si de l'extérieur si l'espace est habité ou pas. Il y a juste l'élément IFI qui est arrivé de France, sinon tout le reste a été fait sur place. On a du marbre de Fusana, qui est un marbre assez gris, comme vous le voyez, et j'utilise, vous voyez, la couleur. Les espaces communs sont très très grands, puisqu'en fait l'idée c'est de venir pouvoir se poser. En début de semaine, en général, les gens sont sur les petites tables et à la fin, tout le monde se retrouve sur la grande table centrale. Et en fait, la façon, on voit que les petites maisons sur pilotis viennent générer en fait les espaces. Donc on habite entre les pieds des petites maisons dans l'intérieur, dans l'espace principal. La cuisine, c'est une cuisine c'est pas un chef, c'est une femme du village qui vient proposer une nourriture. Donc on va manger comme chez l'habitant, et c'est Nadia qui est là depuis le début. Voilà. Et il y a l'importance au fond, il n'y a pas de télévision dans les chambres. La télévision, on va la regarder, on va la partager ensemble dans ce petit auditorium. Et puis il y a un coin du feu qui est assez intéressant parce qu'on est dans le désert le soir, il y a une grande amplitude thermique et le soir il fait froid. Voilà, ça c'est une des chambres que je voulais faire sans mobilier, avec l'idée de dire on va loger sur la dune. Donc c'est la dune qui va donner aussi une intimité. On va monter quelques marches et on va dormir derrière la dune. De l'autre côté, c'est la dune qui va cacher la salle de bain. Ici, on a une espèce de salon et pourquoi pas cet espace central pour se poser si on veut, à la rigueur, travailler un petit peu. Voilà. Tout a été fait sur place. Et donc, par exemple, ça, c'est des petites couvertures qui sont faites avec les femmes du village, qui sentent l'animal, qui sont un peu rugueuses. Et voilà comment je prépare le logo avec ce fameux palmier clouté. Dari, ça veut dire ma maison, tout simplement. Et voilà comment l'hôtel s'inscrit dans le tissu de la ville. Comme vous le voyez, c'est plutôt de l'habitat vernaculaire. Donc c'est une façon de continuer la même construction et de s'inscrire dans le paysage. Et je vais en finir par un projet que je voudrais partager avec vous, qui a été les réflexions que j'ai faites pendant la pandémie, sur l'idée de faire une maison recherche. J'avais lu un livre de Augustin Berck, qui est un géographe assez connu en France, qui nous disait qu'un de nos soucis, c'est qu'on a pris beaucoup, beaucoup à la terre, mais on n'a rien restitué. Or, la terre, elle est là pour digérer les choses, vous voyez. Et donc, c'est-à-dire comment on peut mettre en place un scénario, puisque moi, je fais des scénarios, donc un scénario de maison pour apprendre à restituer un peu plus. Donc, je me suis plongée un petit peu sur les constructions du paléolithique. Et en fait, c'est assez simple, on creusait un trou, on mettait des piquets, un piquet central, et il y avait une rampe pour descendre. Donc c'est une façon assez simple de construire. Et je me suis dit, je vais partir de là, mais je vais intervertir, je vais faire une rampe, on va monter quelque peu. Et ce qui fait que la maison que vous voyez ici, elle est sur une butte de 1 mètre. Et c'est cet interstice qui va me permettre de faire l'interface entre la nature et moi pour préparer plus amplement cette idée de restitution. Donc bien sûr, on va aussi cultiver des choses, on peut utiliser le bois, donc on les met là, il peut y avoir le garde-manger, on voit ici. La façon de préparer ce plancher qui ne va pas jusqu'au bout, qui est en fait en porte-à-faux, permet aussi d'ouvrir et de ventiler la structure assez simplement. Le toit permet de recueillir l'eau. Dans certaines parties de la France, et peut-être ici, il va devenir plus sain de boire l'eau de la pluie que de prendre l'eau qui vient du sol.
Voilà, donc on a le réservoir d'eau centrale, on a tout ce plancher qui nous permet en fait de mettre le compost, les cagettes, pour retrouver cette idée de garder nos légumes au frais, sans les mettre dans le frigo, parce qu'on a un peu l'impression d'en tasser trop dans le frigo. Voilà, toutes ces choses. Puis on va se tourner derrière, et derrière, on voit qu'on récolte les eaux grises, et ce qu'on appelle les eaux vannes. Et c'est pas rigolo, ça peut fonctionner très bien pour faire du fumin, c'est-à-dire et redonner tout ça à la terre. Voilà, je vous remercie de votre attention. Bueno, muchas gracias, Matalí. Acá tenemos algunas preguntas más, así que vamos a pasarle las preguntas. Estuvimos viendo muy interesados todos los proyectos, muchos basados en lo que se podría denominar como nuevos estilos de vida en toda una biosfera completa, ¿no? Y autosuficiente en algún pequeño punto. Y más allá de eso, una de las preguntas que están acá dando vuelta de mucho es, este es un auditorio lleno de personas con interés creativo, buscando inspiración. ¿Qué mensaje les podrías pasar para seguir optimistas, seguir trabajando y seguir motivados? Alors on en a discuté avec certains d'entre vous pendant ces derniers jours. Je voudrais dire qu'en France, ce qu'on appelle les industries créatives, c'est le premier secteur qui amène de la richesse et qui fait travailler les gens en France. Et en fait, on ne le sait pas. Aujourd'hui, quand on parle d'aider l'économie, eh ben, on va aider plutôt la voiture, je parle pour les Français, hein, la voiture, l'aviation, etc. Mais on ne parle jamais d'aider la création. Et moi, je pense que ça, c'est une énorme erreur, déjà parce que on voit ce que ça apporte, la création, et surtout en ces temps d'incertitude. Je pense qu'on a été tous frappés par le Covid, on a été tous fragilisés, et donc c'est le moment de vraiment se mettre tous ensemble pour réfléchir à trouver d'autres logiques. Et moi, maintenant, c'est un peu la façon la façon de remettre un peu en question notre savoir-faire et de le rediriger. On ne peut pas rester avec une génération, nos enfants, moi j'ai 2 enfants de 22 et 19 ans, et qui nous donnent le message « Comment osez-vous » hein je pense que c'est plus rassurant aussi pour nous d'imaginer qu'on va tous ensemble reconfigurer les choses et se mettre en action pour faire en sorte de chacun dans mon métier, de trouver des logiques pour faire en sorte d'avancer sereinement. Et quand on se lève le matin, on se dit ça y est, on a un peu de réponse en fait. On n'est pas dans ces inquiétudes continuelles. Voilà, c'est un peu le message que je voulais dire. Et moi, je donne ce message aux jeunes générations en disant, nous, notre génération, on est obligé de se reconstruire, mais les jeunes, eux, ils vont y aller directement. Hein. Donc, c'est pour ça qu'ils vont nous demander d'aller un peu plus vite dans notre remise en question. Et je pense qu'il faut les entendre, parce qu'il n'y a rien de pire que d'être en dissension avec nos jeunes, tout simplement, et nos enfants. Con respecto a materiales, ¿cuáles ves como tendencia de uso para el diseño en general? Alors moi, je ne travaille pas avec les tendances. Je vais vous choquer, hein, mais je ne travaille pas avec les tendances. J'utilise les matériaux pour ce qu'ils savent faire. Et je vais trouver d'abord une intention. Qu'est-ce que je donne aux gens? Et après, c'est ça qui va me faire trouver, le matériau, il va se trouver tout seul. Hein. Après, ceci étant dit, on peut quand même un peu orienter et faire en sorte d'utiliser des matériaux. Alors, c'est d'une complexité énorme, hein, puisque on peut travailler en réfléchissant un peu plus, mais il faut prendre en considération tout le cycle de vie des matériaux, et ça devient vraiment
presque un boulot à plein temps pour arriver à comprendre si on va dans le bon sens ou pas. Donc je prône en fait plutôt du pragmatisme, c'est-à-dire que les choses vont se faire petit à petit et avec le bon sens, en faisant beaucoup d'essais, tous ensemble, en faisant des prototypes, en faisant des... Je parle aussi des démonstrateurs. Voilà, on va reprendre confiance et on va arriver petit à petit à se passer d'un certain nombre de choses et de revenir à des choses qui sont plus essentielles et plus, comment dire, oui, moins superficielles, on va dire. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. Ouais. En un futuro con límites energéticos y cambios en el mercado de consumo, ¿cómo convive el diseño? ¿Cuál es la responsabilidad del diseño? Le designer, alors avant, quand j'expliquais à quoi servait le design, je disais que c'était un outil pour améliorer l'habitabilité du monde. Alors on voit bien qu'avec ce qui nous arrive, c'est plus suffisant. Donc il va falloir changer aussi notre façon de réfléchir. Aujourd'hui, moi j'essaie de définir le design comme une capacité, une habilité, plus que comme une formation professionnelle. Et elle regroupe 3 notions. La première notion, c'est d'avoir un aspect critique. Donc en fait, quand on arrive dans un contexte, quand on nous demande de faire un projet, on doit faire usage de cette critique et pour dire ça c'est plus possible ou ça c'est un peu plus possible. Vous voyez, donc il faut vraiment l'utiliser pour ça, le sens critique. C'est un peu comme un ethnologue, on va sur un terrain, puis on va regarder un petit peu ce qui se joue au niveau humain, etc. On prend tous les paramètres et après ça nous guide vers une direction. Voilà, ça c'est la première partie. La deuxième partie, c'est le saut créatif, c'est comment à partir de ce constat, on arrive à imaginer quelque chose qui n'existe pas, tout simplement. Donc ça, il y a des méthodologies, et donc chacun va trouver sa propre méthodologie. Il n'y a pas une méthodologie, malgré ce qu'on nous a fait penser avec ce qu'on appelle le design thinking, qui est quand même une grosse escroquerie. Il n'y a pas une seule méthodologie. C'est quand même la chose la mieux... Enfin, je suis peut-être un peu virulente, mais le design thinking, c'est le seul outil qui a été fait par des designers pour que les non-designers puissent faire du design. Si ce n'est pas se mettre un couteau dans le pied, ça, je ne sais pas ce que c'est. Et c'est faire du design avec les mêmes outils marketing. Le design, ça n'est pas du marketing. Donc, je vous invite à réfléchir tous ensemble sur l'idée de dire qu'on a perdu une part de notre sensibilité et qu'il faut qu'on arrive en fait à retrouver cette sensibilité, puisque si on en est là aujourd'hui, c'est que justement, on n'a pas su mettre en avant dans notre monde les aspects sensibles par rapport à des données qui sont plus quantitatives, etc. Mathalie, desde que comenzaste a trabajar como diseñadora, ¿qué evolucionó en las costumbres de las personas? ¿Cuáles son las partes que más notaste evolucionaron? Moi, je fais aujourd'hui, alors je ne vais pas donner l'évolution, mais aujourd'hui, j'aime bien cette façon de venir aider les gens justement à être un peu plus conscients de ce que ça veut dire acheter quelque chose. On est dans une société de surconsommation, on a une pléthore d'objets, or on dit que ça ne peut plus continuer. Donc la petite solution que je propose, c'est d'essayer de dire, à chaque fois qu'on va acheter quelque chose, donc par exemple ce jean il vient d'un jean français, c'est une entreprise familiale depuis 3 générations. Et je sais que quand j'achète ce jean et quand je le porte, mais je sais d'où il vient. Et je sais que cette société, elle est dans les Cévennes. C'est un endroit très très beau de France. Ça fait vivre en fait tout un écosystème. Et en fait, quand je vais porter ça c'est un projet qui est en fait un français qui produit au Pérou, mais c'est un projet éthique, fair trade. Donc ça, c'est Aurélien, un jeune français qui depuis des années se bat, a travaillé au départ dans les favelas pour produire ses produits et qui continue et qui tient la barque. Et c'est compliqué, voyez. Donc en fait, c'est pas très compliqué. Mes chaussettes, c'est Miss Aigle, c'est une petite entreprise française aussi qui fait des pulls et des chaussettes. Et Myriam, elle était fermière, elle avait un troupeau et puis une entreprise qui prenait sa laine
a fermé. Donc elle s'est dit, je vais reprendre l'entreprise. Il n'est pas question que ça ferme. Elle a repris l'entreprise et aujourd'hui, c'est une entreprise qui grossit énormément. Vous voyez, donc partout, il y a des gens qui tiennent la barre, qui sont engagés et qui développent en fait des écosystèmes, ce qu'on appelle des écosystèmes vertueux. Donc en fait, l'idée aujourd'hui, c'est peut-être d'essayer de regarder, quand on achète, d'aider plutôt ces gens-là, parce qu'eux, ils sont déjà dans le monde d'après. Hein, donc ça va nous favoriser le fait de pouvoir basculer un peu plus dans le monde d'après, dans les logiques du monde d'après. Je ne sais pas si j'ai bien... Ouais. Parece que sí. Mathalie, te hago dos últimas preguntas. Una es, ¿cuál es el proyecto soñado que todavía no pudiste hacer? Y... Oui. Alors moi, je ne travaille pas avec mes rêves, je travaille avec les rêves de mes commanditaires. Et ils vont beaucoup plus loin que moi. Je n'ai jamais demandé d'aller faire un projet de retraite en Tunisie. Jamais j'aurais pensé que j'allais faire ça. Donc en fait, voilà, je m'attache à collaborer avec des gens qui justement ont des rêves à ma place. Mon rêve, c'est aussi de trouver quelque part un ancrage, parce que moi, je viens d'un tout petit village, et mon rêve, c'était de venir aussi à Paris. Et j'ai lutté pour ça, parce que je n'étais pas du tout dans cette culture du design et de la culture en général. Et aujourd'hui, je me rends compte que je ne veux pas lâcher Paris, parce que ça reste mon rêve, mais qu'en même temps, j'aurais besoin de m'ancrer. Et en fait, en faisant tous ces projets, je viens de me rendre compte que j'avais un multi-ancrage. Donc, je n'ai pas l'envie de retourner, par exemple, faire un projet de là où je viens, dans un petit village, mais je m'ancre un petit peu avec tous ces commanditaires, un petit peu en Tunisie, un petit peu en Meuse. Tous ces projets que je fais me permettent de m'ancrer. Parce qu'aujourd'hui, l'important, c'est ça, c'est aussi de s'ancrer, d'avoir une relation concrète avec le territoire. Y la última pregunta, Mathalie. Nosotros acá admiramos a Mathalie. ¿A quién admira Mathalie Crasset? Moi, j'admire beaucoup de choses. Je suis très curieuse. Mais ce qui me porte, c'est vraiment de voyager, comme de venir ici en Argentine et de regarder qu'est-ce qui vous émeut, vous, voilà, où en est la situation du pays, de regarder comment le social et l'art, justement, peuvent être mélangés. On a vu un exemple à la Boca, par exemple. Voilà, j'aime bien, en fait, regarder plutôt la vie. C'est la vie qui m'intéresse. Voilà. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Merci à vous, votre attention.